Le clignotement de la diode était hypnotique. Rouge. Éteinte. Rouge. Éteinte. Un rythme régulier qui me signalait que ma nouvelle caméra de surveillance fonctionnait parfaitement. Je l'avais placée avec soin sur l'étagère du salon, entre les photos de famille et ma collection de romans historiques. De là, elle avait une vue parfaite sur notre porte-fenêtre, cette même porte qui avait été forcée à 2 reprises ces dernières semaines. Herbert, tu es sûr qu'on ne devrait pas tout simplement installer un vrai système d'alarme, m'avait demandé ma femme, Karine, alors que je déballais le petit appareil noir. Ça coûte une fortune et, quand la police arrive, le voleur est déjà loin, avais-je répliqué. Avec la caméra, au moins, on a des preuves. En plus, je peux la contrôler depuis mon smartphone, la technologie est vraiment impressionnante. Karine avait haussé les épaules, puis s'était replongée dans ses mots croisés. Après 38 ans de mariage, nous étions tombés dans une routine confortable. Moi, Herbert Kleinsmid, 67 ans, retraité depuis 3 ans après une vie d'ingénieur en bâtiment. Elle, Karine, 65 ans, ancienne institutrice, aujourd'hui passionnée de jardinage et membre du club de lecture local. Les cambriolages nous avaient tous deux effrayés. La première fois, seul un peu d'argent liquide et la chaîne en argent de Karine avec son pendentif en améthyste avaient disparu. La deuxième fois, c'était mon portable qui avait été volé. Heureusement, j'avais sauvegardé tous les documents importants dans le cloud, l'une des rares prouesses techniques que j'appréciais réellement. Je vais chez Gisela, on doit discuter du nouveau polar scandinave, lança Karine depuis le couloir. C'était jeudi après-midi, son rendez-vous hebdomadaire avec le club de lecture. À ce soir, répondis-je sans lever les yeux de ma tablette, sur laquelle j'étais justement en train de vérifier les paramètres de la caméra. La porte d'entrée se referma. J'entendis le moteur de sa petite Opel Corsa démarrer. Satisfait, je constatai que la caméra enregistrait automatiquement en cas de mouvement et transférait les vidéos directement vers mon espace de stockage cloud. Parfait. Une semaine plus tard, j'étais assis dans mon bureau et épluchais un site immobilier. Karine et moi envisagions depuis quelque temps de troquer notre maison contre un appartement plus petit et adapté à notre âge. Monter les escaliers devenait de plus en plus pénible pour mes genoux, et le grand jardin, autrefois la fierté de Karine, devenait de plus en plus un fardeau. Mon smartphone vibra. Une notification de l'application de surveillance, mouvement dans le salon. Je fronçai les sourcils. C'était jeudi après-midi, Karine devait être à son club de lecture. Peut-être était-elle rentrée plus tôt ? En quelques clics, j'ouvris l'application et lançai le flux en direct. Ce que je vis me coupa le souffle pendant un instant. Karine était effectivement à la maison. Mais pas seule. Un homme grand, mince, aux cheveux grisonnants se tenait à côté d'elle devant la porte-fenêtre. Sa main reposait sur sa hanche, dans une intimité qui ne laissait aucun doute. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, et cette légèreté sur son visage, quand l'avais-je vue si rayonnante pour la dernière fois. Je fixais l'écran, incapable de détourner le regard, tandis qu'un froid glacial se répandait dans mon estomac. L'homme qui diable était-il ? Se pencha vers Karine et l'embrassa. Pas furtivement, pas amicalement. C'était un baiser entre amants. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon smartphone. Automatiquement, l'application enregistra la scène pendant que je regardais ma femme et cet étranger disparaître par la porte-fenêtre pour aller dans le jardin hors de portée de ma caméra. La réalité me frappa de plein fouet, la caméra que j'avais installée pour attraper un voleur venait de surprendre ma femme avec son amant. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, figé, avec mon smartphone à la main. Des minutes ? Des heures ? Le temps semblait s'être arrêté. Dans ma tête, une seule pensée se formait, se répétant sans cesse, ce n'est pas possible. Pas Karine. Pas après toutes ces années. Ma main se porta automatiquement à ma poitrine, où une douleur sourde battait. Était-ce une crise cardiaque ? Non, c'était autre chose, la sensation que quelqu'un me broyait le cœur dans sa main. Mécaniquement, j'appuyai sur lecture et regardai à nouveau l'enregistrement. Peut-être m'étais-je trompé ? Peut-être s'agissait-il d'une visite anodine, d'un malentendu ? Mais non. La voilà, ma Karine, dans sa robe d'été bleu clair que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Et voilà cet homme, qui l'embrassait comme s'il en avait le droit. Sa main glissa de sa hanche à son dos, la rapprochant de lui, tandis qu'elle enlaçait sa nuque. Je revins en arrière, regardant le moment où ils entrèrent dans le salon.
Ils avaient utilisé la porte d'entrée où je n'avais rien entendu parce que j'avais un casque pour écouter un livre audio. Ils devaient savoir que j'étais là, dans mon bureau, à seulement une porte. L'audace m'a frappé comme un second coup. Dans notre propre maison. Pendant que j'étais assis à quelques mètres. J'ai allumé ma tablette, j'ai ouvert le stockage cloud et j'ai parcouru les enregistrements de la semaine passée. Ils étaient là, d'autres clips de Karine et de cet homme, toujours le jeudi, toujours à l'heure de son soi-disant cercle de lecture. Ils entraient dans la maison, restaient un moment dans le salon ou parfois avec un verre de vin, parfois enlacés avant de disparaître à l'étage ou dans le jardin, hors du champ de la caméra. Le cercle de lecture. Un camouflage parfait. Une fois par semaine, fiable, sans éveiller les soupçons. Mon regard s'est posé sur notre photo de mariage sur le bureau. Karine dans sa robe couleur crème, rayonnante, avec des fleurs dans les cheveux. Moi dans mon costume sombre, fier, nerveux et fou de joie. 1985, nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. Des souvenirs m'ont envahi, notre premier appartement ensemble, la naissance de notre fille Julia, qui vit maintenant avec sa propre famille à Hambourg. Les vacances au bord de la mer Baltique, les fêtes de Noël, les maladies que nous avions surmontées, les succès professionnels que nous avions célébrés ensemble. 38 ans. Et maintenant, ça. Je me suis forcé à penser rationnellement. Peut-être était-ce une liaison récente? Une crise de la quarantaine? Une folie passagère? Mais une partie de moi savait que c'était plus que ça. La familiarité entre les deux, la banalité de leurs gestes, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Mon smartphone a vibré à nouveau. Un message de Karine, je suis encore au cercle de lecture. Gisela a fait un gâteau. Je rentrerai un peu plus tard. As-tu besoin que je prenne quelque chose au supermarché? Le mensonge était si désinvolte, si facile. Avait-elle toujours pu mentir si facilement? Ne l'avais-je jamais remarqué? Les doigts tremblants, j'ai tapé « Non, merci. À plus tard ». Bref et neutre. Aucune accusation, aucune indication que je savais où et avec qui ou elle était vraiment. Il fallait que j'en sache plus. Qui était cet homme? Depuis combien de temps durait cette affaire? Et surtout, pourquoi? Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé notre jardin. Les roses que Karine soignait avec tant d'amour étaient en pleine floraison. Le petit étang que nous avions aménagé il y a 5 ans scintillait sous le soleil de l'après-midi. Tout avait l'air si normal, si paisible. Et pourtant, rien n'était plus comme il paraissait. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai essayé de réprimer la vague de nausée qui montait en moi. Puis, je les ai rouverts et j'ai pris une décision, je n'agirai pas précipitamment. J'allais observer, collecter, comprendre. Et ensuite, seulement ensuite, j'allais la confronter. La caméra que j'avais installée pour attraper un voleur avait révélé un vol bien pire, le vol de ma confiance, de mon mariage, de ma vie telle que je la connaissais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment d'irréalité. Pendant un bref instant de grâce, j'ai cru que tout n'était qu'un mauvais rêve. Puis, mon regard s'est posé sur Karine, qui dormait à côté de moi, son visage détendu, sa respiration régulière. La femme avec qui j'avais partagé ma vie. La femme qui me trompait. Je n'avais presque pas dormi de la nuit, je m'étais agité sans cesse, tandis que Karine semblait dormir du sommeil du juste. Quand elle était rentrée hier soir ou effectivement plus tard que d'habitude où elle avait parlé du gâteau d'anniversaire de Gisela et de la façon dont ils avaient discuté du nouveau roman policier. Ces mensonges sonnaient si convaincants, si détaillés. J'avais acquiescé, souri, fait comme si tout allait bien, alors qu'une tempête faisait rage en moi. Avec précaution, pour ne pas la réveiller, je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain. L'homme dans le miroir paraissait plus vieux qu'hier, les rides plus profondes, les yeux fatigués. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, comme si je pouvais effacer les images qui s'étaient gravées dans ma mémoire. Après une douche rapide et une tasse de café fort, je me suis retiré dans mon bureau. Karine dormait encore, c'était vendredi, elle n'avait pas de rendez-vous fixe aujourd'hui. J'ai démarré mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. Si Karine menait une double vie numérique, il y aurait des traces. Email, messages, appels. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais pensé à violer sa vie privée. Nous avions échangé nos mots de passe pour les urgences, disions-nous. La confiance avait été le fondement de notre mariage. Quelle ironie. Son ordinateur portable était sur la table du salon.
Je l'ai pris, je me suis rassis à mon bureau et je l'ai ouvert. Je connaissais le mot de passe, c'était la date de naissance de notre fille, à l'envers. Comme c'est banal, comme c'est prévisible. L'écran s'est allumé. J'ai commencé par vérifier ses emails. Rien de suspect dans sa boîte de réception principale, des messages d'amis, des publicités, des informations de l'école de Julia. Mais j'ai découvert un second compte, un compte dont j'ignorais l'existence. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai ouvert. La boîte de réception était pleine de messages d'un certain Thomas. Pas de nom de famille, juste Thomas. Les emails remontaient à plusieurs mois. J'ai cliqué sur le plus ancien que j'ai pu trouver, daté de janvier de cette année. Ma très chère Karine. Notre rencontre d'hier m'a rappelé combien tu enrichis ma vie. Les heures passées avec toi passent comme des minutes. Je compte les jours jusqu'à la semaine prochaine. Avec tout mon amour, Thomas. J'ai dégluti difficilement et continué à faire défiler. Les messages devenaient de plus en plus intimes, de plus en plus détaillés. Ils parlaient de souvenirs partagés, de projets, de sentiments. Ce n'était pas une aventure passagère, c'était une relation profonde et significative. Grâce aux emails, j'ai pu rassembler quelques détails sur ce Thomas. Il était veuf, à peu près de notre âge, apparemment cultivé et érudit. Il mentionnait des voyages, de la musique classique, des expositions d'art. Un homme du monde, tout à fait différent de l'ingénieur terre à accent grave terre que j'étais. Puis je suis tombé sur un email datant d'il y a 3 semaines. Ma très chère Karine. L'idée de ne te voir qu'une fois par semaine devient de plus en plus insupportable. Je sais que tu dois tenir compte d'Herbert, mais pense à nous. À notre avenir ensemble. L'appartement à Dresde est à vendre, imagine comme ce serait de recommencer une nouvelle vie là-bas, ensemble. Loin de tout ce qui nous lie et nous sépare. Ne dis pas non tout de suite. Réfléchis Y. Éternellement tien, Thomas. Dresde. Un avenir ensemble. Recommencer une nouvelle vie. Les mots m'ont frappé comme des coups de marteau. J'ai cherché la réponse de Karine et je l'ai trouvée. Mon très cher Thomas. Tu sais combien cette situation est difficile pour moi. On ne jette pas 38 ans de mariage comme ça. Herbert ne m'a jamais donné de raison de le quitter, c'est un homme bon, même s'il est parfois distant et dans son propre monde. Et puis il y a Julia et les petits-enfants. Comment leur expliquer que leur grand-mère vit soudainement avec un autre homme? S'il te plaît, sois encore un peu patient avec moi. J'ai besoin de temps. Avec tout mon amour, ta Karine. Je fixais l'écran, relisant les mots encore et encore. Un homme bon, même s'il est parfois distant. Était-ce tout ce qui restait après 38 ans? N'étais-je plus que le bon homme qu'on ne pouvait pas quitter parce qu'il n'y avait pas de raison valable? La porte du bureau s'est ouverte et j'ai sursauté. Karine était là, en peignoir, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Herbert? Que fais-tu sur mon ordinateur portable? Sa voix était calme, mais j'ai vu la panique briller dans ses yeux quand son regard s'est posé sur l'écran. J'ai rapidement fermé le programme de messagerie et me suis levé. Excuse-moi, je voulais juste chercher quelque chose rapidement et mon ordinateur avait besoin d'une mise à jour. Le mensonge a franchi mes lèvres avec une facilité surprenante. Avais-je appris ça d'elle? Elle a acquiescé lentement, visiblement pas tout à fait convaincue. Tout va bien? Tu as l'air fatigué. Mal dormi, ai-je répondu sèchement en lui tendant l'ordinateur portable. Tiens, voilà. Nos mains se sont brièvement touchées et j'ai ressenti une piqûre au cœur. Ces mains qui m'avaient si souvent touchaient maintenant un autre homme avec la même tendresse. Je vais nous préparer le petit déjeuner, a-t-elle dit en quittant la pièce, l'ordinateur portable serré contre elle, comme s'il s'agissait d'un bouclier entre nous. Je me suis laissé retomber sur ma chaise, les pensées tourbillonnant dans ma tête. Thomas. Dresde. Un avenir ensemble. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais je ne voulais pas voir l'image qu'elle formait. Plus tard, lorsque Karine était partie faire les courses, j'ai pris son smartphone, qu'elle avait imprudemment laissé sur la commode dans le couloir. Là aussi, je connaissais le code 1234, si simple que c'en était presque ridicule. J'ai ouvert WhatsApp et j'ai immédiatement trouvé la conversation avec Thomas B. Les messages étaient quotidiens, banals, mais entre les lignes, pleins d'intimité. Des rendez-vous étaient pris, de petits soucis quotidiens partagés, des marques de tendresse échangées. J'ai continué à faire défiler vers le haut et j'ai découvert que la conversation avait commencé en décembre de l'année dernière.
Presque 8 mois, donc. Puis j'ai trouvé une photo que Thomas lui avait envoyée, il se tenait devant une bibliothèque, souriant à l'appareil photo. Un bel homme aux traits marqués, aux tempes grisonnantes et à l'assurance évidente. Sous la photo, il y avait écrit « Pour que tu ne m'oublies pas pendant que tu es occupé avec ton club de lecture », émoticône, clin d'œil. Club de lecture. C'est donc comme ça que tout avait commencé. L'homme faisait partie de son club de lecture, cette réunion hebdomadaire que j'avais toujours considérée comme si anodine. J'ai sauvegardé la photo sur mon propre téléphone, remis le sien en place et me suis assis devant mon ordinateur. Avec l'image et le prénom Thomas B, il n'a pas été difficile de le retrouver. Une recherche rapide sur Google m'a mené à une entrée sur le site web de la bibliothèque municipale, lecture avec le Dr Thomas Beckman, auteur de Entre les lignes, la littérature comme élixir de vie. Dr Thomas Beckman. Auteur. Expert en littérature. Pas étonnant qu'il ait impressionné Karine. J'ai cliqué et trouvé son site personnel, avec une biographie et une liste de ses publications. Veuf, comme je l'avais déjà supposé. Sa femme était décédée il y a 3 ans. Il avait enseigné dans plusieurs universités avant de se consacrer à l'écriture. De nombreuses distinctions, des tournées de conférences dans toute l'Europe. Un homme qui pouvait offrir à Karine un monde que je ne lui avais jamais offert. Un monde de culture, de littérature, d'esprit. Un monde éloigné des plans de construction et des calculs de statique. J'ai fermé le navigateur et regardé par la fenêtre. Les traces numériques m'avaient révélé plus de choses que je ne voulais vraiment en savoir. Il fallait maintenant que je décide quoi faire de ces informations. Les jours suivants, je les ai passés dans une étrange suspension entre savoir et silence. J'observais Karine d'un œil nouveau, je voyais des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant, la façon dont elle souriait pensivement au petit déjeuner, la fréquence à laquelle elle vérifiait son smartphone, la façon dont elle tapait des messages quand elle pensait que je ne la regardais pas. Notre quotidien continuait comme si de rien n'était. Nous parlions de banalités ou le temps, les informations, la visite prochaine de notre fille. Nous nous asseyions le soir l'un à côté de l'autre sur le canapé et regardions la télévision, chacun plongé dans son propre monde de pensée. La familiarité de presque 4 décennies de mariage était comme une danse bien rodée, que nous maîtrisions même les yeux fermés. Et pourtant, tout était différent. Chaque mot, chaque geste était désormais recouvert par ce que je savais. Quand elle disait qu'elle allait au supermarché, je me demandais si elle rencontrait en réalité Thomas. Quand son téléphone sonnait et qu'elle quittait la pièce pour téléphoner, j'imaginais comment elle murmurait, riait, élaborait des plans avec lui. J'avais laissé la caméra de surveillance dans le salon. Elle continuait d'enregistrer lorsqu'un mouvement était détecté. Je vérifiais les enregistrements quotidiennement, mais Karine et Thomas n'apparaissaient plus. Peut-être était-il devenu plus prudent, peut-être se rencontrait-il ailleurs. Le lundi, ma fille Julia a appelé. Son joyeux « Allô papa » sonnait comme venu d'un autre monde. Julia, ça me fait plaisir de t'entendre. Je m'efforçais de paraître normal, mais ma voix me semblait étrangère. Tout va bien? Tu as l'air différent. Ma fille me connaissait trop bien. Juste fatiguée, ai-je menti? Je ne dors pas très bien ces derniers temps. La chaleur, peut-être? Chez nous aussi, c'est insupportable. Mais je voulais savoir si maman et toi êtes libres le week-end prochain? On aimerait passer vous voir avec les enfants. Les enfants. Mes petits-enfants. Lina, 7 ans, et Max, 4 ans. Les participants innocents à ce drame. Que adviendrait-il d'eux si notre famille se brisait? Bien sûr que nous sommes libres, ai-je dit. Nous sommes impatients de vous voir. Après la conversation, je suis resté longtemps assis à mon bureau, fixant le mur et réfléchissant. Que allais-je dire à Julia? Comment allais-je lui expliquer que sa mère menait une double vie? Que ses parents, qu'elle avait toujours considérés comme un modèle de stabilité, étaient au bord du gouffre? Jeudi est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Le jour du club de lecture de Karine. Je l'observais au petit déjeuner, la façon dont elle soignait particulièrement son apparence, mettait un parfum discret, choisissait une robe qui mettait sa silhouette en valeur. Tu es belle, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison, elle était toujours la femme que j'aimais. Elle a légèrement rougi. Merci. Ce n'est rien de spécial, juste confortable pour l'après-midi. Encore cette facilité à mentir. Avait-elle toujours possédé cette capacité,
ou l'avait-elle acquise seulement avec Thomas? Qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui? Ai-je demandé avec désinvolture. Elle a hésité un moment, trop longtemps. Oh, nous discutons du nouveau roman de cet auteur suédois. Tu ne le connais pas. J'ai simplement hoché la tête, sans rien dire de cette esquive flagrante. À 14 heures, elle a dit au revoir, un sac sur l'épaule, le smartphone à la main. À ce soir, a-t-elle dit en me déposant un baiser furtif sur la joue. J'ai attendu que sa voiture ait quitté l'allée, puis j'ai pris mes propres clés. Une décision soudaine s'était formée en moi, je devais savoir où elle allait. Pas seulement le supposer, pas seulement conclure à partir de mails et de messages, je devais le voir de mes propres yeux. Ma vieille Volkswagen était dans le garage. J'ai démarré et j'ai suivi Karine à distance respectable. Contrairement à ce que j'avais imaginé, elle n'a pas pris la direction de la bibliothèque municipale, lieu de rendez-vous supposé du club de lecture, mais a emprunté la voie rapide en direction du quartier chic à la périphérie de la ville. Après une quinzaine de minutes, elle a tourné dans une rue résidentielle paisible, bordée de maisons individuelles soignées avec de grands jardins. Je me suis arrêté à une certaine distance et j'ai observé. Elle s'est garée devant une construction moderne et cubique avec de grandes baies vitrées. Elle est descendue, a marché jusqu'à la porte et a sonné. La porte s'est ouverte presque immédiatement, et il était là Thomas Beckman en personne, plus grand et plus imposant que sur les photos. Il a salué Karine avec une accolade et un long baiser, avant de l'entraîner dans la maison et de refermer la porte. Je suis resté cloué sur place derrière le volant, les mains crispées si fort que mes jointures étaient blanches. C'était une chose de savoir qu'il y avait une liaison, c'en était une autre de la voir de mes propres yeux. Une dame âgée avec un petit chien est passée devant ma voiture et m'a jeté un regard curieux. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné lentement, j'ai tourné au coin de la rue et je me suis garé à nouveau. Je ne pouvais pas voir la maison d'ici, mais je voulais rester à proximité. Les heures ont passé atrocement lentement. J'étais assis dans ma voiture, les yeux rivés sur ma montre, imaginant ce qui se passait derrière les murs de cette maison moderne. Se parlaient-ils? Lisaient-ils ensemble? Étaient-ils enlacés? Les images qui se formaient dans ma tête devenaient de plus en plus insoutenables. Vers 18h30, je suis retourné dans la rue résidentielle et me suis garé ailleurs. La voiture de Karine était toujours stationnée devant chez Thomas. J'ai attendu. À 19h15, la porte s'est ouverte et Karine est sortie, suivie de Thomas. Ils discutaient à voix basse, riant de quelque chose. Puis il l'a de nouveau attirée à lui, l'a embrassée d'une façon qui ne laissait aucun doute sur l'intensité de leur relation. Elle s'est doucement dégagée, lui a caressé la joue et est montée dans sa voiture. Je me suis baissé instinctivement, bien qu'elle ait peu de chance de me reconnaître à cette distance. J'ai vu Thomas la regarder s'éloigner jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue, avant de rentrer chez lui. Les mains tremblantes, j'ai démarré et j'ai pris un chemin détourné pour rentrer à la maison, histoire d'être sûr d'arriver avant Karine. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai eu l'impression d'être un intrus dans ma propre vie. La maison que nous avions construite ensemble me semblait soudainement étrangère. Les photos de famille accrochées au mur, les souvenirs accumulés sur les étagères, tout cela ressemblait à une façade soigneusement construite, derrière laquelle se cachait une toute autre vérité. Je suis entré dans le salon et me suis assis dans mon fauteuil, attendant le bruit de la voiture de Karine dans l'allée. Quand il s'est enfin fait entendre, j'ai respiré profondément et me suis préparé à jouer le rôle du mari ignorant, un rôle que je n'avais jamais voulu jouer. Elle est entrée, les joues légèrement rosies, les yeux brillants. « Salut Herbert », a-t-elle dit avec un sourire. C'était intéressant, le club de lecture, ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix neutre. Oh oui, très intéressant. Nous avons eu une discussion animée sur le symbolisme dans le roman. Je me suis contenté d'acquiescer, incapable de supporter encore plus de mensonges. Je suis fatigué, ai-je fini par dire. Je vais me coucher tôt. Elle m'a regardé d'un air inquisiteur. Tout va bien? Tu as l'air tellement absent ces derniers temps. L'ironie de sa question m'a frappé comme un coup de poing. Tout va très bien, ai-je menti. Je suis juste fatigué. Plus tard, allongé côte à côte dans le lit, chacun de son côté, j'ai fixé le plafond et je me suis demandé combien de temps encore je pourrais supporter cette double vie. Pas seulement la sienne, la mienne aussi. La vie de l'ignorant qui sait, du mari trompé qui se tait. À côté de moi, Karine respirait calmement et régulièrement, apparemment sans culpabilité, sans le poids du secret qui était désormais aussi le mien. Demain, Julia arriverait avec les enfants. Nous allions jouer à la famille heureuse, alors que sous la surface,
tout s'effondrait. L'idée était insupportable. Je devais prendre une décision. Et je devais la prendre bientôt. Julia est arrivée le vendredi après-midi, les enfants à sa suite. Son mari, Marcus, devait arriver le samedi, car il devait encore travailler. Lina s'est précipitée vers moi, s'est jetée dans mes bras en s'écriant avec enthousiasme « Papy », tandis que le petit Max se tenait timidement à la jambe de Julia, avant de, lui aussi, oser courir vers moi. À ce moment-là, avec les enfants autour de moi, j'ai ressenti une vague de normalité, presque de bonheur. Ils étaient là, les fruits de notre vie commune, de notre amour. Est-ce que tout cela avait été un mensonge? Karine a salué Julia avec une accolade, a pris Max dans ses bras et a conduit tout le monde au salon, où elle avait déjà préparé du jus de fruits et des biscuits. Elle jouait parfaitement son rôle de grand-mère aimante, ou n'était-ce pas un rôle? Cette Karine, la grand-mère qui riait et plaisantait avec ses petits-enfants, était-elle aussi réelle que la Karine que j'avais vue chez Thomas? La complexité de la situation me dépassait. Les gens ne sont pas simplement bons ou mauvais, fidèles ou infidèles. Ils sont complexes, contradictoires, énigmatiques. Papa, tout va bien, demanda Julia doucement, alors que les enfants étaient dans le jardin avec Karine pour admirer les nouvelles fleurs. Bien sûr, répondis-je automatiquement, mais ma fille me connaissait trop bien. Tu as l'air tellement absent. Et maman est un peu surexcitée. Il s'est passé quelque chose? Je soupirai. Julia avait toujours eu un flair pour les dissonances. C'est compliqué, dis-je finalement. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé, posa sa main sur la mienne. Papa, tu peux me parler. Je suis adulte, tu sais? Je plongeai mon regard dans ses yeux inquiets, si semblables aux miens, et pendant un instant, j'eus envie de tout lui raconter. Mais pouvais-je lui faire subir ça? Montrer sa mère sous un tel jour? Ce sont juste des problèmes de couple, dis-je vaguement. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Elle fronça les sourcils. Après presque 40 ans? Quel problème pourriez-vous bien avoir? Si seulement elle savait. Parfois, on s'éloigne, dis-je doucement. Parfois, on ne se rend compte que tardivement qu'on a vécu l'un à côté de l'autre. Julia secoua la tête, incrédule. Vous avez toujours été mon modèle, tu sais? Quand Marcus et moi nous disputons, je me dis souvent, que feraient maman et papa? Vous avez toujours surmonté toutes les difficultés ensemble. Ces paroles me blessèrent. L'image qu'elle avait de nous était une illusion. Ou non? N'avions-nous pas effectivement surmonté beaucoup de choses ensemble? Cette crise, aussi profonde et bouleversante soit-elle, était-elle vraiment la fin de tout? Chaque mariage a ses hauts et ses bas, dis-je finalement. Ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Mais même en prononçant ces mots, je ne savais pas si je pouvais y croire. Le samedi se déroula dans un étrange mélange d'idylle familiale et de tensions diffuses. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble sur la terrasse, joué avec les enfants dans le jardin, fait un barbecue le soir. Marcus est arrivé vers midi, a apporté du vin et a parlé de son travail d'architecte. Karine et moi avons parfaitement joué nos rôles, le grand-père aimant, la grand-mère attentionnée. Personne n'aurait pu deviner qu'un abîme se creusait entre nous. Une seule fois, lorsque Karine est rentrée dans la maison pour chercher de la salade et a laissé son smartphone sur la table, j'ai vu qu'il s'était allumé avec un message. De mon angle, j'ai pu reconnaître le nom de l'expéditeur, Thomas. Mon cœur a raté un battement. Même maintenant, au milieu de la famille, il trouvait un moyen de s'immiscer dans nos vies. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce que l'écran redevienne noir, me demandant ce que contenait le message. Était-ce quelque chose de banal? Quelque chose d'intime? Quelque chose qui bafouait notre réunion familiale? Quand Karine est revenue, elle a immédiatement remarqué l'icône de notification allumée sur son téléphone. D'un geste nonchalant, elle l'a glissé dans sa poche sans lire le message, du moins pas devant nous. Plus tard, quand les enfants étaient au lit et que Julia, Marcus et Karine discutaient encore autour d'un verre de vin, je me suis excusé et suis rentré dans la maison, soi-disant pour aller chercher quelque chose. En réalité, je suis allé dans la salle de bain à l'étage, j'ai fermé la porte et me suis appuyé contre le lavabo, soudainement épuisé par les efforts de la journée. Dans le miroir, j'ai vu un homme que je reconnaissais à peine. Les yeux fatigués, les épaules voûtées, le visage marqué par l'inquiétude et le manque de sommeil. Était-ce vraiment moi? L'ingénieur sûr de lui, le père de famille fier? Un léger coup à la porte me fit sursauter. Papa?
Tout va bien là-dedans? La voix de Julia sonnait inquiète. Je m'éclaircis la gorge. Oui, tout va bien. J'arrive tout de suite. Quand j'ai ouvert la porte, Julia était là, les bras croisés. Tu es là-dedans depuis presque 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je soupirai. Rien. Vraiment. Juste, fatigué. Elle me regarda avec insistance. C'est plus que ça. Vous vous comportez bizarrement tous les deux. Maman vérifie constamment son téléphone quand elle pense que personne ne la regarde. Toi, tu disparais et tu fixes le vide. Qu'est-ce que vous me cachez? À cet instant, confronté à la question directe de ma fille, je sentis la façade commencer à s'effriter. L'effort de faire comme si tout allait bien devint insurmontable. Julia. Je pris une profonde inspiration. Ta mère, elle. Mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais pas lui dire que sa mère, son modèle, avait une liaison. Que notre vie de famille apparemment parfaite était un mensonge. Elle quoi, papa? La voix de Julia était douce, mais déterminée. Elle, nous traversons une période difficile, dis-je finalement. C'est compliqué. Julia posa sa main sur mon bras. Papa, quoi que ce soit, vous pouvez en parler. On se soutient. On se soutient soi-même. Les problèmes ne se résolvent pas en les ignorant. J'ai esquissé un sourire. Quand es-tu devenu si sage? Elle m'a rendu mon sourire. J'ai eu de bons professeurs. Nous sommes descendus ensemble, retrouvant les autres. Karine m'a jeté un regard interrogateur que j'ai ignoré. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une harmonie de façade, mais sous la surface, la tension était palpable. Le dimanche matin, au petit déjeuner, Julia a annoncé qu'elle et Marcus voulaient emmener les enfants faire une excursion au lac voisin. Vous venez avec nous, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, son regard ne laissant aucun doute sur le fait qu'elle n'accepterait aucune excuse. Karine et moi avons échangé un bref regard. Bien sûr, a-t-elle répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le lac était une destination prisée, surtout par les chaudes journées d'été comme celle-ci. Nous avons trouvé un endroit ombragé sous les arbres, étalé des couvertures et sorti le panier de pique-nique que Karine avait préparé. Les enfants ont immédiatement voulu aller dans l'eau, et Marcus les a accompagnés, tandis que Julia, Karine et moi sommes restés. C'était une scène idyllique, des familles partout, des enfants qui riaient et jouaient, les reflets du soleil sur l'eau. Et pourtant, je me sentais comme un étranger, un observateur d'une vie qui n'était plus la mienne. Je vais nous chercher à boire, a dit Julia soudainement en se levant. Profitez-en pour discuter, vous deux. Et je dis bien discuter. Sur ces mots, elle nous a laissés seuls, une invitation à peine déguisée à affronter nos problèmes. Karine et moi étions assises côte à côte, fixant le lac, ne disant rien. Le silence entre nous était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Finalement, après une éternité, Karine a pris la parole. Herbert, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es tellement différent ces derniers temps. La question, aussi innocente qu'elle puisse paraître, a fait craquer quelque chose en moi. La tension, la tromperie, le silence, tout a culminé à ce moment précis. Je sais, Karine, ai-je dit à voix basse, sans la regarder. Tu sais quoi? Sa voix était calme, mais j'y entendais la tension. Thomas. Le mot flottait entre nous, lourd et inévitable. Je sais pour Thomas. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, presque inaudiblement, comment? La caméra, ai-je dit. La caméra de surveillance dans le salon. Je voulais attraper un voleur, mais j'ai découvert quelque chose de bien différent. Karine a fermé les yeux, ses mains tremblaient légèrement. Tu le sais depuis combien de temps? Presque 2 semaines. J'ai lu tes emails, tes messages. Je t'ai suivi, jusqu'à chez lui. Elle a rouvert les yeux, me regardant désormais droit dans les yeux. Dans son regard, il n'y avait ni surprise, ni indignation face à ma surveillance, seulement une profonde tristesse résignée. Je suis désolé, a-t-elle fini par dire. Cela n'aurait jamais dû arriver. J'ai ri amèrement. C'est tout? Je suis désolé? Après 38 ans de mariage, tu me trompes, et tout ce que tu as à dire, c'est « je suis désolé ». Elle a baissé les yeux. Qu'est-ce que tu veux entendre, Herbert? Que je l'aime? Qu'il me donne des choses que tu ne m'as jamais données? Que je me sens vivante quand je suis avec lui? Chaque mot était comme un coup de poignard.
Et moi? Et nous? Tout cela était un mensonge? Non, a-t-elle dit violemment. Non, ce n'était pas le cas. Je t'ai aimé, Herbert. Je t'aime toujours, d'une certaine manière. Mais à un moment donné, nous avons cessé de nous parler. Vraiment nous parler. Toi avec tes projets de construction, moi avec mes livres. Nous vivions côte à côte, pas ensemble. Donc, c'est de ma faute, ai-je demandé, la voix dure de douleur. Ce n'est la faute de personne, a-t-elle dit, lasse. Ou la faute des deux. Nous avons laissé faire. Au loin, j'ai vu Julia revenir lentement, 2 gobelets de boisson à la main. Elle allait bientôt nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, ai-je demandé, soudainement épuisé par tout cela. Karine m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai lu une décision. Il faut qu'on parle. Qu'on parle vraiment. Mais pas ici, pas maintenant. Ce soir, quand Julia et la famille seront partis. J'ai hoché la tête en silence, juste au moment où Julia nous rejoignait. Tenez, pour vous, a-t-elle dit en nous tendant les boissons. Vous avez discuté? Oui, a dit Karine avec un faible sourire. Nous avons commencé à discuter. Julia a regardé de l'un à l'autre, visiblement pas tout à fait convaincue, mais elle a hoché la tête. Bien. C'est un début. Un début ou une fin. Je ne savais pas. Mais une chose était claire, le week-end de vérité n'était pas encore terminé. Julia et sa famille nous ont dit au revoir en fin d'après-midi. Les enfants étaient fatigués de leur journée au lac, et ils avaient encore 2 heures de route devant eux. Au moment de partir, Julia m'a serré fort dans ses bras et m'a chuchoté, « Parlez-vous, papa. Parlez-vous vraiment, pas juste l'un à côté de l'autre. » Je me suis contenté de hocher la tête, la gorge trop serrée pour parler. Alors que leur voiture s'éloignait finalement de l'allée, Karine et moi étions côte à côte, agitant la main, souriant à une dernière image d'harmonie familiale. Puis les masques sont tombés. Le silence dans la maison était oppressant, alors que nous retournions au salon. Karine s'assit sur le canapé, je pris place dans mon fauteuil où une distance symbolique entre nous. Alors, commençai-je, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Thomas Beckman. Ça dure depuis combien de temps? Karine soupira profondément. Depuis décembre. Presque 8 mois. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Au cercle de lecture, comme tu le sais probablement déjà. Il a donné une conférence sur la littérature moderne. Il était différent. Vivant, enthousiaste, plein d'idées et d'histoires. On a commencé à parler, et, c'est arrivé. J'essayais d'imaginer la scène, Karine, depuis toujours une lectrice passionnée, fascinée par cet homme éloquent qui partageait sa passion. Un intérêt que, moi, je n'avais jamais vraiment compris. Et quand est-ce qu'une conversation innocente s'est transformée en autre chose, demandai-je, bien que je ne sois pas certain de vouloir entendre la réponse. Elle hésita. C'était après la fête de Noël du cercle de lecture. Il a proposé de me ramener à la maison parce qu'il neigeait. Mais on n'est pas rentré directement. On s'est arrêté à un point de vue sur la ville. On a parlé pendant des heures. Et puis, il m'a embrassé. L'idée qu'un autre homme embrasse ma femme pendant que j'attendais, ignorant tout, à la maison, me fit tressaillir intérieurement. Et ensuite? Ensuite, ça a commencé. On se voyait dès qu'on le pouvait. Au début juste pour parler, pour prendre un café. Mais c'est vite devenu plus. Tu m'as menti. Pendant des mois. Elle acquiesça lentement. Oui. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi, Karine? Après toutes ces années, pourquoi? Elle me regarda droit dans les yeux, et dans son regard il y avait un mélange de douleur et de détermination. Parce qu'il me voit, Herbert. Il me voit comme une femme, pas seulement comme une épouse, une mère, une grand-mère. Il m'écoute quand je parle de livres, d'art, de rêves que j'ai eus et que j'ai oubliés. Il me demande mon avis, et il est vraiment intéressé par ce que je pense. Ces paroles me frappèrent de plein fouet. Et moi? Je ne te vois pas? Je ne t'écoute pas? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je pense? Quand avons-nous parlé pour la dernière fois d'autre chose que du quotidien, de la routine, des choses pratiques? Quand avons-nous parlé de rêve pour la dernière fois, Herbert? Je voulais contredire, voulais lui dire qu'elle avait tort. Mais une vérité dérangeante me rongeait,
est-ce que je me souvenais de la dernière fois où nous avions eu une conversation profonde et significative? Ça ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je finalement. Si tu étais malheureuse, tu aurais pu me parler. Pas à lui. J'ai essayé, dit-elle doucement. Il y a des années. Mais tu étais toujours occupé, toujours distrait. Ton travail, tes projets, tes loisirs. À un moment donné, j'ai abandonné. Avait-elle abandonné? Avait-elle essayé de me toucher, et je ne l'avais pas remarqué? La possibilité que je fasse partie du problème ne m'avait pas vraiment effleuré jusqu'à présent. Et maintenant, demandai-je. Qu'est-ce qui va se passer? Tu veux divorcer? Tu veux aller vivre avec lui, à Dresde? Elle parut surprise. Tu es au courant pour Dresde? J'ai lu tes emails, tu te souviens? Il t'a proposé un avenir commun là-bas. Elle resta silencieuse un instant. Oui, c'est vrai. Et j'y ai pensé. L'idée qu'elle envisage sérieusement de me quitter, d'abandonner le monde que nous avions construit ensemble, était presque insupportable. Et à quelle conclusion es-tu arrivé? Je ne sais pas, Herbert, dit-elle honnêtement. Une partie de moi veut partir, prendre un nouveau départ. Une autre partie ne peut pas oublier ce que nous avons ensemble, notre maison, notre fille, nos petits-enfants. Notre histoire. Tu ne peux pas tout avoir, dis-je durement. Tu ne peux pas mener une double vie et t'attendre à ce que tout le monde soit heureux. Je le sais. Elle avait l'air fatiguée, résignée. C'est pourquoi je suis aussi soulagé que ça se sache. La clandestinité, les mensonges, ce n'était jamais ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux alors, demandai-je, et pour la première fois, il y avait plus de curiosité que d'accusation dans ma voix. Elle réfléchit longuement avant de répondre. Je veux me sentir à nouveau vivante. Je veux que quelqu'un me voie vraiment. Je veux plus que de la routine et des obligations. Je veux de la passion, Herbert. Pas seulement physique. De la passion intellectuelle. Le sentiment que la vie n'est pas finie, juste parce qu'on a vieilli. Ces paroles me touchèrent au vif. N'avais-je pas moi-même parfois l'impression que les jours se ressemblaient, sans haut ni bas? Que nous étions piégés dans une routine confortable, mais finalement insatisfaisante? Et Thomas te donne ça, demandai-je doucement. Oui, répondit-elle simplement. Il me donne l'impression d'être plus qu'un simple rôle que je joue. Que je peux encore grandir, évoluer. Je me levai, m'approchai de la fenêtre et contemplai le jardin plongé dans le crépuscule. Les roses que Karine aimait tant resplendissaient dans la dernière lumière du jour. Tu sais, dis-je lentement, quand j'ai vu les enregistrements pour la première fois, j'ai eu envie de crier. De tout casser. De te demander des comptes et de tout plaquer. Je me retournai vers elle. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes ces années. À tout ce qu'on a vécu ensemble. Et je n'ai pas pu. Elle me regarda, les yeux humides. Que veux-tu, Herbert? Veux-tu que je parte? La question flotta entre nous, lourde et décisive. Que voulais-je vraiment? Vengeance? Représailles? Ou autre chose, quelque chose de plus profond? Je veux comprendre, dis-je finalement. Je veux savoir si ce qu'on avait peut encore être sauvé. Est-ce qu'on peut réapprendre à se parler? À vraiment se parler? Une larme coula sur sa joue. Et si ce n'est pas le cas? Alors il faudra l'accepter, dis-je, surpris par mon propre calme. Alors il faudra trouver un moyen de se séparer sans amertume. Elle se leva, s'approcha lentement de moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Herbert. C'est juste devenu une autre forme d'amour. Familier, sûr, mais sans flamme. Et une flamme éteinte peut-elle être ravivée, demandai-je. Elle se tenait maintenant juste devant moi, assez près pour que je perçoive le parfum familier de son parfum. Je ne sais pas. Mais peut-être que ça vaut la peine d'essayer. À cet instant, alors que nous nous faisions face, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une connexion qui allait au-delà de la routine et de l'habitude. Une étincelle de quelque chose que je croyais perdu. Et Thomas, demandai-je, la question inévitable. Elle baissa les yeux. Il faut que je lui parle. Que je lui explique, que j'ai besoin de temps. Que je dois découvrir ce que je veux vraiment. Ce n'était pas un engagement total, pas une garantie qu'elle resterait avec moi. Mais c'était un début.
Un aveu que ce que nous avions ne devait pas être jeté à la légère. D'accord, dis-je doucement. Du temps. On peut se donner ça. Elle acquiesça, et pendant un moment, nous restâmes là, deux personnes qui, après une longue absence, se regardaient vraiment pour la première fois. La confrontation que j'avais tant redoutée était passée. Mais le chemin qui s'ouvrait devant nous était tout sauf clair. Allions-nous réussir à rassembler les morceaux brisés de notre mariage? Ou n'était-ce qu'une route plus douce et plus lente vers la fin? La réponse résidait dans l'avenir, dans les conversations que nous allions encore avoir, dans le travail qui nous attendait. Mais à cet instant, dans l'intimité silencieuse de notre salon, je ressentis pour la première fois depuis la découverte de cette liaison une lueur d'espoir. Les jours qui suivirent notre explication furent étranges, comme un tâtonnement prudent en terrain inconnu. Karine et moi tournions autour l'un de l'autre avec un mélange d'ancienne familiarité et de nouvelle prudence. Nous parlions plus qu'avant, mais c'était surtout des conversations superficielles, la météo, les nouvelles, les décisions quotidiennes. Les sujets plus profonds, les blessures qui étaient encore en train de cicatriser, nous les évitions pour l'instant. Le jeudi, son jour habituel de club de lecture, je sentis la tension monter entre nous. Au petit déjeuner, elle finit par dire « Il faut que je parle à Thomas aujourd'hui. » En personne. Je lui dois ça. J'acquiesçai lentement, essayant d'ignorer la piqûre de jalousie. Je comprends. Je vais lui dire que j'ai besoin de temps. Qu'on veut essayer de sauver notre mariage. Les mots « sauver notre mariage » sonnaient étrangement à mes oreilles aussi formels, si distants de ce qui avait été autrefois une évidence. Mais ils me donnaient aussi de l'espoir. Merci, dis-je simplement. Elle me regarda, surprise. De quoi? D'accepter d'essayer. Avec moi. Après tout. Un faible sourire effleura son visage. On ne jette pas 38 ans comme ça. Alors qu'elle quittait la maison plus tard dans l'après-midi, je luttais contre l'envie de la suivre, de l'observer. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau et j'ai pris la caméra de surveillance sur l'étagère. J'ai regardé le petit appareil noir qui avait si dramatiquement changé notre vie, et je me suis demandé s'il avait été une bénédiction ou une malédiction. M'avait-il ouvert les yeux ou n'avait-il fait qu'apporter de la souffrance? J'ai rangé la caméra dans un tiroir et je l'ai fermée. Si nous voulions repartir à zéro, il fallait que ce soit sur la base de la confiance, et non de la surveillance. Karine est rentrée plus tôt que prévu, les yeux légèrement rouges, mais le visage calme. C'est fini, dit-elle simplement en s'asseyant à la table de la cuisine avec moi. Comment a-t-il réagi, demandai-je, incertain si je voulais vraiment entendre la réponse. Mal, elle soupira profondément. Il a essayé de me faire changer d'avis. Il m'a dit qu'il m'aimait, que nous étions faits l'un pour l'autre. Que tu ne pourrais jamais me donner ce qu'il me donne. Ces mots me blessèrent, mais je me forçai à rester calme. Et qu'as-tu répondu? Que peut-être il avait raison. Mais que je devais quand même découvrir s'il y avait encore quelque chose à sauver entre nous, toi et moi. Que je me le devais. Que nous nous le devions. J'acquiesçai lentement. Et il a accepté ça. Pas vraiment. Mais il a compris que j'étais déterminé. Elle hésita. Il a dit qu'il attendrait. Qu'il n'abandonnerait pas. L'idée que cet homme se Thomas attende dans les coulisses, prêt à récupérer ma femme, me remplissait de malaise. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Si j'étais à sa place, je n'abandonnerais pas sans me battre non plus. Et maintenant, demandai-je doucement. Karine me regarda droit dans les yeux. Maintenant, il faut qu'on parle. Qu'on parle vraiment. De toutes ces choses dont on n'a pas parlé depuis des années. Nous avons commencé le soir même. Assis sur la terrasse, avec vue sur le jardin que nous avions aménagé ensemble, chacun un verre de vin à la main. Le crépuscule descendait lentement sur le paysage, et avec la baisse de la luminosité, il semblait plus facile de dire des choses qui auraient été trop difficiles à exprimer en plein jour. Quand est-ce que ça a commencé, demandai-je. Pas l'histoire. Mais, la dérive. Karine réfléchit longuement. Je crois que ça s'est fait insidieusement. Peut-être après ta promotion au poste de chef de service? Tu étais tellement occupé, tellement concentré sur ton travail. J'étais fier de toi, vraiment. Mais tu étais souvent absent, même quand tu étais physiquement là. Je me souvenais de cette période où la responsabilité supplémentaire, le stress, les longues soirées au bureau. Je croyais que je faisais ça pour nous.
pour notre sécurité financière. Je le sais, dit-elle doucement. Mais à un moment donné, ce n'était plus seulement une question de sécurité. C'est devenu ton identité. Herbert, l'ingénieur qui réussit. Et moi, je suis devenu un personnage secondaire dans ta vie. Cette prise de conscience me frappa de plein fouet. Avais-je vraiment relégué ma femme, l'amour de ma vie, au second plan? Pourquoi tu n'as rien dit? Je l'ai fait. Mais tu n'as pas écouté. Ou pas compris. Elle prit une gorgée de vin. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de me faire entendre. Et puis Thomas est arrivé, dis-je, non pas en accusant, mais en constatant. Pas tout de suite. Bien plus tard. Seulement après avoir accepté que notre mariage était devenu un partenariat fonctionnel, mais sans magie. Magie, répétai-je. Ce mot sonnait étrange dans ma bouche. Tu crois qu'on peut la retrouver? Après tout ce temps? Elle me regarda par-dessus le bord de son verre à vin. Je ne sais pas. Mais je crois qu'on devrait essayer. Différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Différemment comment? Plus honnêtement. Plus ouvertement. Il faut qu'on réapprenne à se parler. Pas seulement du quotidien, mais de ce qui nous touche, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous angoisse. J'acquiesçai lentement. Ça a l'air difficile. Un léger sourire effleura son visage. Ça l'est. Mais peut-être aussi excitant. Comme un nouveau départ. Un nouveau départ. Cette pensée avait quelque chose d'attrayant. Non pas la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui, demandai-je soudain. Chez Thomas. À part le fait qu'il t'écoutait. Elle hésita, visiblement surprise par cette question directe. Sa passion, dit-elle finalement. Pour la littérature, pour l'art, pour la vie. La façon dont il parle des livres comme s'ils étaient des êtres vivants. Et, la façon dont il me regardait. Comme si j'étais fascinante. Intéressante. Est-ce que je ne l'étais plus pour toi, demandai-je doucement. Je ne sais pas. Est-ce que tu l'étais pour moi? La question en retour flottait entre nous, inconfortable mais nécessaire. Avions-nous cessé de nous voir comme des individus à part entière, fascinants? Étions-nous devenus des fonctions dans une vie commune où le mari, la femme, le père, la mère sans plus percevoir la personne derrière? J'ai envie de te redécouvrir, dis-je finalement. La Karine d'aujourd'hui, pas celle que je croyais connaître. Ses yeux s'embuèrent. C'est ce que j'aimerais. Et moi, j'ai envie de découvrir le Herbert d'aujourd'hui. Nous restâmes assis longtemps sur la terrasse, à parler de choses dont nous n'avions plus parlé depuis des années. De rêves que nous avions abandonnés, d'angoisses que nous n'avions jamais exprimées. C'était comme si nous apprenions une nouvelle langue, la langue de l'ouverture et de la vulnérabilité. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à remodeler notre vie commune. Nous avons instauré consciemment des soirées en amoureux ou des soirées où nous sortions, testions de nouveaux restaurants, allions au théâtre ou au cinéma. Nous faisions des choses que nous n'aurions jamais faites auparavant, assister à une dégustation de vin, prendre un cours de danse pour seniors, faire un week-end à Berlin, où nous visitions des musées et prenions des cafés dans de petits bistrots. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, nous retombions dans de vieux schémas, nous parlions sans nous comprendre ou nous nous replions dans le silence. Mais nous le remarquions plus rapidement et corrigions le tir. Un soir, alors que nous revenions d'un concert de musique classique, quelque chose que j'avais toujours laissé Karine faire seule auparavant, elle a soudainement dit, il a appelé. Thomas. Je me suis figé en plein mouvement, mon manteau à moitié enlevé. Quand? Hier. Sur mon portable. Et? Que voulait-il? Elle a accroché sa veste, évitant mon regard. Savoir comment j'allais. Si je regrettais ma décision. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Et? Tu la regrettes? Elle m'a alors regardé, directement et ouvertement. Non. Je lui ai dit que j'avais fait le bon choix. Que nous, toi et moi, construisons quelque chose de nouveau et de différent. Le soulagement qui m'a envahi était accablant. Merci de me l'avoir dit. Plus de secret, a-t-elle simplement dit. C'est ce que nous avons convenu. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés côte à côte dans le lit, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps une profonde connexion avec la femme à mes côtés. Pas la familiarité routinière d'avant, mais quelque chose de nouveau, de frais comme une tendre pousse qui jaillit d'un vieux bois.
J'ai tendu la main, j'ai trouvé la sienne, je l'ai serrée doucement. Elle a répondu à la pression, s'est tournée vers moi. Herbert, a-t-elle chuchoté dans l'obscurité. Oui. Je suis contente que nous essayions. Moi aussi, ai-je dit doucement. Moi aussi. Nous avions encore un long chemin à parcourir. Les blessures n'étaient pas encore complètement guéries, la confiance pas entièrement rétablie. L'ombre de Thomas planait encore au-dessus de nous, ferait peut-être toujours partie de notre histoire. Mais nous avions commencé à explorer de nouveaux territoires, un terrain qui n'était ni l'ancienne routine figée, ni l'éloignement douloureux des dernières années. C'était quelque chose de tiers, quelque chose de nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme un trahi, une victime, mais comme un homme qui avait une seconde chance. Une chance de redécouvrir la femme à ses côtés et de se redécouvrir soi-même par la même occasion. L'été a laissé place à l'automne, les feuilles du jardin ont changé de couleur, et avec le changement des saisons, notre relation semblait elle aussi entrer dans une nouvelle phase. La crise aiguë était surmontée, le premier choc et la douleur digérée. Ce qui restait, c'était le travail quotidien sur quelque chose que nous avions autrefois tenu pour acquis, notre mariage. Par un frais après-midi d'octobre, j'étais assis dans mon bureau et je parcourais des offres immobilières. L'idée d'échanger notre maison contre un appartement plus petit et adapté à notre âge avait pris de l'importance ces derniers mois. Non plus seulement pour des raisons pratiques mes genoux, le grand jardin mais comme le symbole d'un nouveau départ. Un coup à la porte m'a fait lever les yeux. Karine était là, 2 tasses de café à la main. « Je dérange ?» a-t-elle demandé. « Jamais » ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Le temps que nous passions consciemment ensemble était devenu un bien précieux. Elle s'est assise à côté de moi, a posé les tasses sur le bureau et a regardé l'écran. « De l'immobilier ? Tu penses toujours à déménager ? » « Oui » ai-je dit en tournant l'ordinateur portable pour qu'elle puisse mieux voir les offres. « Mais pas forcément dans le coin. » Je me disais, peut-être qu'on veut repartir de zéro ? Dans un endroit qui est nouveau pour nous deux. Elle m'a regardé avec surprise. « Où penses-tu aller ? » J'ai hésité un instant. « Dresde, peut-être ?» Son expression est passée de la surprise à la confusion, puis à la compréhension. « Dresde » a-t-elle répété doucement. « À cause de Thomas. » Pas à cause de lui, ai-je dit rapidement. Malgré lui. Je sais que cette ville a une signification pour toi auquel est liée à des opportunités que tu as envisagées. Je pensais, peut-être pouvons-nous explorer ces opportunités ensemble. Redéfinir la ville, pour nous. Elle a pris ma main, l'a serrée fort. Herbert, nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous pouvons aussi rester ici ou aller ailleurs. Je sais. Mais Dresde est une belle ville. Riche culturellement, intéressante historiquement. Le genre d'endroit qui te plairait et qui pourrait nous plaire à tous les deux si nous la découvrions ensemble. Elle m'a regardé longuement, avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, de l'émotion peut-être, ou de l'admiration. Tu n'arrêtes pas de me surprendre ces derniers temps, a-t-elle finalement dit. C'est bien ou mauvais, demandai-je avec un demi-sourire. Très bien, dit-elle, se penchant pour m'embrasser doucement. C'était un geste tendre, familier et pourtant nouveau comme tant de choses entre nous ces derniers mois. 2 semaines plus tard, nous sommes effectivement partis à Dresde, non pas pour déménager, mais pour explorer la ville, sonder ses possibilités. Nous avions réservé une chambre d'hôtel dans le centre historique, avec vue sur la Frauenkirche. Alors que nous flânions dans les rues, visitions la Saint-Tropez, étions assis dans de petits cafés au bord de l'Elbe, je sentais que la ville prenait lentement sa propre signification pour nous, au détaché du passé, de Thomas, de ce qui aurait pu être. Le 2e jour de notre séjour, après une visite à la Gemäldegalerie, nous étions assis dans un restaurant confortable et savourions un déjeuner tardif. Karine semblait pensive, presque absente. « À quoi penses-tu » demandai-je. Elle hésita. « Je me demande si on pourrait le croiser ici. »« Thomas. Il vient souvent, pour des lectures et ainsi de suite. » La mention de son nom ne déclenchait plus la douleur aiguë d'avant, mais un léger malaise persistait. « Et alors ?» dis-je avec plus de détachement que je n'en ressentais. Dresde est assez grande pour nous tous. Elle sourit faiblement. C'est étrange. Quand je parlais de Dresde avec lui, c'était un rêve, une fuite. Maintenant, être ici avec toi, c'est plus réel. Plus ancré. C'est bien ou mauvais, demandai-je, reprenant sa propre question d'il y a 2 semaines. Différent, dit-elle pensivement.
Avec Thomas, tout était intense, excitant, presque fébrile. Avec toi, c'est... Elle cherchait ses mots. Ennuyeux, suggérais-je, à moitié plaisantant, à moitié réellement inquiet. Non, dit-elle fermement. Profond. Enraciné. Comme un vieil arbre qui fait de nouvelles branches. Elle prit une gorgée de vin. Avec lui, c'était comme une ivresse. Avec toi, c'est comme rentrer à la maison. Ces mots touchèrent quelque chose en moi, un profond désir d'appartenance, de stabilité au milieu du changement. Et qu'est-ce qui est mieux, demandai-je doucement. Ni mieux ni mauvais. Différent. Elle me regarda droit dans les yeux. Mais j'ai fait mon choix, Herbert. Et je ne le regrette pas. À cet instant, dans un petit restaurant d'une ville qui aurait autrefois pu être le théâtre d'un avenir alternatif pour elle, je sentis quelque chose se relâcher en moi, une dernière tension, une dernière incertitude. Tu sais, dis-je, quand j'ai installé la caméra, je voulais attraper un voleur. Au lieu de cela, nous nous sommes trouvés. Ou peut-être retrouvés. Elle sourit, un sourire vrai et chaleureux qui atteignait ses yeux. Une caméra de surveillance coûteuse. Le meilleur investissement de ma vie, répondis-je, et nous rîmes tous les deux, un rire libérateur, unificateur. Après notre retour de Dresde, les choses se sont accélérées. Nous avons renoncé à un déménagement immédiat, mais opté pour une rénovation complète de notre maison, à un nouveau départ symbolique dans nos 4 murs familiers. Nous avons trié ensemble, rangé, désencombré. Trouvé des trésors oubliés dans le grenier ou les premiers dessins de Julia, nos vieilles lettres d'amour, des photos du début de notre mariage. Chaque découverte déclenchait des conversations, des souvenirs, parfois des larmes. Un soir, alors que nous feuilletions de vieux albums photos, Karine tomba sur une photo de nous deux à notre 10e anniversaire de mariage. Nous étions assis à une table dans un restaurant, les têtes penchées l'une vers l'autre, riant de quelque chose que le photographe avait dit. « Regarde-nous, dit-elle doucement. Si jeunes, si amoureux. » Je regardais la photo. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Tous les bons moments. Et les difficiles. Est-ce que tu changerais quelque chose si tu pouvais, demandai-je, une question qui me hantait depuis longtemps. Elle réfléchit longuement. Je parlerai plus tôt. Ne pas me taire si longtemps. Et toi? J'écouterai mieux, dis-je simplement. Dès le début. Elle posa sa tête sur mon épaule, un geste familier qui avait pris une nouvelle signification ces derniers mois. Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-elle. Mais l'avenir est devant nous. Cet avenir commença à se déployer dans les mois qui suivirent. Nous avons terminé la rénovation, nous nous sommes réinstallés. Karine s'est inscrite à un cours de littérature à l'université populaire, non pas en tant que participante, mais en tant qu'animatrice, un rêve qu'elle caressait depuis longtemps et qu'elle réalisait maintenant. J'ai commencé à m'investir bénévolement dans un projet visant à initier les jeunes défavorisés aux métiers techniques. Nous avons trouvé de nouveaux points communs, redécouvert de vieilles passions. Voyageons davantage, explorons des endroits que nous avions toujours voulu voir. Passer du temps de qualité avec notre famille, avec Julia et les petits-enfants, qui venaient maintenant plus souvent nous rendre visite. Il y avait encore des moments difficiles. Des jours où le souvenir de la crise, de Thomas, de la trahison planait au-dessus de nous comme une ombre. Des soirées où nous nous enfermions dans de vieux schémas, où nous ne nous écoutions pas, où nous nous parlions sans nous comprendre. Mais nous avions appris à identifier ces moments, à en parler. Ouvertement, à les traverser au lieu de les contourner. Pour notre 39e anniversaire de mariage, presque un an après la découverte de l'affaire, nous avons fait une longue promenade dans le parc automnal. Les feuilles brillaient d'or et de rouge, l'air était clair et frais. « Tu te souviens de ce que tu faisais il y a un an à cette heure-ci » demanda Karine soudainement. Je réfléchis. J'installais la caméra de surveillance, dis-je finalement. Pour attraper le mystérieux cambrioleur. Elle acquiesça. As-tu jamais découvert qui c'était? Je secouai la tête. Non. Après tout, je n'y ai plus pensé. Les cambriolages ont cessé. Étrange, n'est-ce pas? Comment une chose en entraîne une autre, complètement différente. Nous avons continué à marcher en silence, main dans la main, comme nous le faisions souvent maintenant, un geste conscient de connexion. Regrettes-tu, demandai-je finalement. La caméra. La découverte. Elle s'arrêta, se tourna vers moi. Non, dit-elle fermement. C'était douloureux, terriblement douloureux.
Pour nous deux. Mais c'était aussi nécessaire. Un électrochoc. J'acquiesçais lentement. Pour moi aussi. Ça m'a forcé à regarder vraiment. Notre mariage, toi, moi-même. Et que vois-tu maintenant, demanda-t-elle doucement. Je contemplais la femme devant moi, les rides autour de ses yeux, les mèches grises dans ses cheveux, les traits familiers que je connaissais depuis presque 4 décennies. Et pourtant, je voyais aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant que je n'avais pas perçu depuis longtemps. Je te vois, dis-je simplement. La Karine d'aujourd'hui. Pas le souvenir, pas le rôle. Toi. Elle sourit, un sourire qui illumina ses yeux. Et je te vois, Herbert. L'homme que tu es devenu. L'homme que tu peux encore devenir. Nous avons repris notre chemin, à travers le parc, à travers l'automne, vers un avenir qui n'était pas parfait, pas exempt de cicatrices, mais ouvert et plein de possibilités. La caméra cachée que j'avais installée pour attraper un voleur avait révélé quelque chose de bien plus précieux, la vérité sur notre mariage, sur nous-mêmes. Une vérité douloureuse, certes, mais aussi libératrice. Une vérité qui nous avait forcés à nous arrêter, à voir différemment, à recommencer à zéro. Et dans ce nouveau départ, dans cet automne de notre vie, nous avons retrouvé quelque chose que nous pensions avoir perdu, l'un l'autre. So badly. Alright, so that should upgrade the range. Like, I think they would get a lot of shit if they tried to charge for the, Yeah, and he's determined to make up for it, which is cool. I mean, good on them. Good on Dev for you know, still pushing content. Yeah, exactly. You gotta respect that. For sure. What's this thing called? It's armory cabinet, storage controller. Controller access point. That's what we need. Okay, so we gotta do andesite. Make transmitter. Alright, so if we put this access point somewhere like, I don't know, even just here probably, linking... Maybe we just put it like here. We link it there. Okay, so then we can tell one of those bookworm guys, we have to get a new bookworm, because I think the other two are already in use. We get one of those from these... Yeah. We need the bun also rises. The bun also rises. It's us a bookworm charm. And then we take our Dominion wand. Shift right click, position set, and then inventory added. And now we should be able to see all of our oak logs. Yep, oak log. And I think I also already put void upgrades on these. You just finished building your spaceship? Hell yeah. Yeah, void, 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 void. So that farm should be totally good to go. We can do drawer upgrades. We won't upgrade these drawers. We'll upgrade this one. Yeah, I never really got into the No Man's Sky. I don't know why. Just didn't really
It didn't scratch the right itch for me. It was one of those, like, I played it really early on, and it's sort of like, I get it. I get the game loop. I get what's going on. I get what we're doing, and it just didn't really hook me. Which is fine. It doesn't make it a bad game or anything, but... Oh. Oh. Oh, another thing I did, so I used up the power in this thing by doing the next quest, which I haven't accepted the reward for because I wanted to be able to show it on stream, but all we had to do was take Neptunium ingots, which we're getting from the machine over here. See, like, this is getting us nuggets. We're getting those. We turn them into Neptunium, and then we put them in front of this guy. When we push the button, it pulses a little beam out and turns them into brass. So we've got brass. And now we get